Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Je suis Elisa Marceau, chirurgienne dentiste, naturopathe et spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je suis là pour vous montrer comment appliquer la nutrition fonctionnelle de A à Z pour transformer des vies, la vôtre et celle de vos patients ou de vos clients. Vem comigo! Donc, notre premier sujet sera chlorure de sodium. Parce que vous savez bien que le sel, c'est ni sodium ni chlorure. C'est chlorure de sodium. C'est cette combinaison qui va faire le sel. Et voici notre sel. J'ai déjà mis que l'idéal, c'est les articles montrent inférieur à 5 grammes par jour. Moi, j'aime bien, là sont les articles, mais moi, j'aime bien vous donner la notion de entre 2, 3 à 4 grammes. C'est ça que je travaille, entre 2 ou 3 jusqu'à 4 grammes. Ça dépend du patient. Et vous pouvez voir ici tous les articles où j'ai trouvé les petites phrases que je vais mettre pour vous là. Première phrase. Un ténère élevé en sel, parce que déjà, vous connaissez les sels en tant que, ça va causer de l'hypertension. Oui, mais c'est pas que ça. C'est pas absolument que ça. Et c'est pas la seule étiologie de l'hypertension. Est-ce que c'est une hypertension primaire? Est-ce que c'est une hypertension secondaire? Mais on n'est pas là pour discuter l'hypertension. On est là pour discuter l'inflammation. Et là, un teneur, je pense que je vais vous apporter beaucoup de nouveautés. Alors, une teneur élevée en sel, ça veut dire plus de 100 grammes par jour, peut contribuer à l'esclérose en plaques. C'est pas moi qui dis ça, hein? Neurology Science. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup de travaux, des articles, là en 2017 par exemple, en train de parler de cette relation. Alors, est-ce que Elisa, vous dites que l'esclérose en plaques, la cause c'est le sel? Vous ne pensez jamais que je dirais quelque chose d'absurde comme ça. Mais on sait que l'esclérose en plaques, c'est un processus inflammatoire. Ça, on le sait. Et on sait aussi qu'il peut contribuer au moins à des crises de sclérose en plaques et d'autres maladies auto-immunes par induction par TH17. Déjà, qu'est-ce que c'est ce TH17? Parce que, comme je vous ai dit, ça fait partie du système immunitaire que vous avez obligation de connaître, qui sont les lymphocytes T helper 17, qui est un élément très important dans l'inflammation locale, qui va agir grâce à plusieurs cytokines. Il va produire plusieurs cytokines inflammatoires, comme 17, 21, 22, tous ces cytokines pro-inflammatoires vont venir de ce TH17. Et vous savez que ce lymphocyte, il va utiliser des phénomènes qu'on appelle chimiotactisme pour recruter les neutrophiles. C'est quoi le chimiotactisme? Écoutez-moi, chimiotaxie. Ça veut dire quoi? Les molécules, elles n'ont pas des yeux. On est d'accord? Donc, par exemple, le neutrophile n'a pas des yeux comme ça. Comment un neutrophile va savoir qu'il doit aller dans la région ou vers la région inflammatoire pour commencer ce travail? Par chimiotaxie. Ce sont des molécules qui sont excrétées, qui sont versées et comme ce neutrophile, il a des récepteurs, il va commencer à suivre le chemin de cette molécule qui va arriver au lieu de l'inflammation. Donc, tout est par phénomène biochimique. Et c'est inconcevable que vous n'aimez pas la biochimie, sinon ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. C'est pour ça que j'essaye d'introduire ici sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram, le maximum de biochimie complexe, mais qu'à la fin, on comprend bien, pour vous montrer que sans biochimie, ce n'est pas possible. J'espère avec tout mon cœur
que vous avez compris ça si vous voulez devenir un expert dans votre métier. Alors, donc, l'induction par TH17 et des cytokines chez l'homme et la souris. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que le sel va stimuler cette voie qui va commencer à produire ce lymphocyte, à mettre ce lymphocyte TH17 activé, T-help17, qui va produire plusieurs interleukines qui ont des fonctions inflammatoires. Je pense que c'est clair pour vous. Après, effet partiellement additif du sel et de l'acide laurique sur l'inflammation. Ça, je trouvais très intéressant et très embêtant. Parce que l'acide laurique, il est trouvé dans les noix, dans le coco, par exemple. Mais en lisant l'article, c'est un excès. Alors, qu'est-ce que ça veut dire excès de l'acide laurique? Là, ça va jouer aussi la biochimie personnalisée. Donc, vous allez prendre, par exemple, une personne qui a l'habitude de prendre de l'acide laurique dans l'alimentation. Si vous voyez qu'elle est trop enflammée et qu'elle prend beaucoup de sel, conclusion, effet additif du sel à l'acide laurique sur l'inflammation. L'inflammation peut augmenter. Donc, on diminue un petit peu l'acide laurique et on diminue beaucoup le sel. C'est ça l'idée. Après, le sodium maintenant. Pas le sel, mais le sodium se combine au chlorure pour faire le sel. Peut moduler directement les phénotypes des cellules T. Là, on est en train de parler de quoi? Cellules T sont des cellules de notre immunité adaptative et des cellules myéloïdes. Ah, je voudrais vous montrer les dates. 2018, 2017, 2017. Donc, vous voyez que tout ça, c'est relativement nouveau. Les cellules dendritiques, qui sont une cellule présentatrice d'antigènes, comme vous le savez, activées par l'environnement riche en sodium. Vous voyez, on va stimuler les cellules dendritiques. Il stimule les lymphocytes T à produire des cytokines pro-hypertensives. Et là, on va expliquer que les cytokines inflammatoires contribuent à la pathogénèse de l'hypertension. Parce que ça que vous dites tout le temps, par leur effet sur le flux sanguin rénal et la manipulation du sodium. Donc, vous savez que le sodium au niveau du tube contourné est très important, proximal et distal. C'est là qu'on va faire ce contrôle. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que le sel va stimuler les cellules dendritiques qui vont activer les lymphocytes T à produire des cytokines qui vont augmenter la hypertension. Et les sels exacerbent la colite expérimentale. Ça, c'était un article dans Journal of Immunology 2017. Enfin, ce que je voudrais vous dire en ce moment, c'est que ajouter du sel à la nourriture, est-ce que vous faites ça? Vous ajoutez du sel à la nourriture. Et là, vous allez dire, un petit peu. C'est un absurde. C'est un absurde. Vous savez ça? Ajouter du sel à la nourriture est un absurde. Parce que la majorité des choses qu'on mange vient déjà avec pas mal de sel. Mais je vais vous donner quelques astuces aussi aujourd'hui. Et là, comme ça ne pourrait pas se faire autrement, vous voyez que ce schéma, c'est un schéma très complexe. Je ne vais pas vous mentir. Et ce n'est pas mon intention de passer 2 heures et 2 heures avec vous pour expliquer tout ce schéma. Mais il y a quelques points qui sont extrêmement importants parce que je vais prouver que le sel a un rapport avec la différenciation de TH17, qui est un lymphocyte T-helper, qui est extrêmement important de libération de cytokines inflammatoires. Alors, quel est le lymphocyte T-helper le plus important pour libération de cytokines inflammatoires? TH17. Là, je parle déjà du bon sel. Votre sel, c'est du NaCl. C'est ça qu'on parle là. Et je voudrais vous dire aussi que on a, je ne sais pas si vous vous rappelez, ici, il y a macrophage. Regardez avec moi. Macrophage 0. Vous voyez là? Macrophage
ça c'est macrophage du type 1 et là c'est les macrophages du type 2. Ah Elisa, je ne savais pas qu'il y avait 3 types de macrophages. Eh oui. Le macrophage 0, il est un peu neutre. Le macrophage du type 1, c'est un macrophage qui va donner une certaine réponse au corps. Il est impliqué dans la destruction des agents pathogènes. Ça veut dire qu'il augmente l'inflammation. Il est pro-inflammatoire. Et le M2, il est plutôt impliqué dans la réparation. Vous voyez? Dans la cicatrisation cellulaire. Je répète et vous notez ça parce que c'est très important. Le macrophage 1, il va stimuler la destruction des pathogènes. S'il va stimuler, il est plus oxydatif, il est plus agressif, il va faire la phagocytose, il va augmenter l'inflammation. Et le macrophage 2, il va plutôt travailler avec interleuquina 10, interleuquina 4. Ça veut dire que sa responsabilité va plutôt au niveau de réparation et cicatrisation cellulaire. J'espère que vous avez compris. Pourquoi, Elisa? Parce que mécanismes qui vont lier les selles à la différenciation de la production de ces fameux TH17, qui est le lymphocyte T helper 17. C'est ça que je suis en train de vous montrer. Et là, aqui, ó, le TH17, c'est celui-là, ó, TH17. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le sodium, le chlorure, donc ça veut dire le sel, il va agir dans plusieurs moments. Et il va agir dans, regardez, excès de sel, je parle, excès de sel. Donc, il va agir au niveau du macrophage 1, là, activation des LPS, parce que vous savez bien que le macrophage a un récepteur de quoi? De pumps et de dumps. Et le LPS, c'est un pumps. On a déjà parlé largement de ça. Là, je profite. On a plusieurs, mais j'ai décidé de parler de 10 déclencheurs de l'inflammation. Aujourd'hui, on a parlé déjà de pas mal. Si vous avez raté, vous n'avez pas eu l'opportunité de voir ça, ça c'est intéressant. Si vous allez dans l'Académie Marceau, vous aurez tout le 19-29 en ordre, en séquence. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher quoi que ce soit. C'est là à votre disposition et vous pouvez écouter combien de fois que vous voulez. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Mais vous faites gratuitement, hein, évidemment. Et alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les selles vont avoir des actions. L'action de stimuler les macrophages du type 1, comme je vous avais dit, impliqué dans la destruction des agents pathogènes, mais il va inhiber le sel, inhiber. Après, il y a toute une explication. Là, vous voyez, activation des NF-kappa B. Et NF-kappa B, évidemment, va stimuler pro-interleuquine 1 bêta. Interleuquine 1 bêta, n'oubliez pas ça, elle stimule toujours TH17. Ça, c'est pour vous prouver qu'effectivement, les selles n'est pas que la petite explication que je vous ai donnée au niveau de l'hypertension. Et ce n'est pas toutes les hypertensions qui ont comme étiologie le sel. On est d'accord? Et là, on a ce sel qui montre aux gens, ah non, mais je n'ai pas d'hypertension, je n'ai pas besoin de diminuer le sel. Je vous montre que le sel, il est inflammatoire. Je vous montre qu'un excès de sel, plus de 100 grammes, ça va vite. Hein? Qu'il va stimuler notre activation des LPS par les macrophages, il va, ah là, chlorure de sodium. Vous voyez? Augmentation pro-inflammatoire. Vous voyez? Et là, on a ici, sodium, NLRP3. Je parlais la dernière fois. Ceux qui n'ont pas venu, vous avez raté parce que j'ai beaucoup expliqué sur ce node-like.
beaucoup, receptor, qui est fondamental pour comprendre déjà l'inflammation, les inflammasomes. Vous vous rappelez de ça? Et là, on a encore un autre, le C4. Et tout ça va à la stimulation de NF-kappa B, qui va stimuler cette interleuquine en bêta. Et il va, le sodium, là, il va faire quoi? Inhiber cette voie qui est une voie d'interleuquine 4 plus light, qui est effectivement, aurait dû faire tout ce qui est processus de réparation et de cicatrisation. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que j'essaie de vous montrer A plus B, comment les choses se passent. Et si vous regardez, on aura ici CD4T, vous voyez? CD4, ça c'est la base de l'immunologie adaptative, qui va stimuler P38, on a déjà parlé de tout ça, qui va diminuer FOXO. FOXO, elle est hyper importante en tant voie antioxydative, qui va à la fin, si vous regardez ici, inhiber FOXO, là, vous voyez? Ici, P-TREG, qui est un lymphocyte T régulateur. Tout ce qui est régulateur, c'est pour réguler l'inflammation. Je suis en train de inhiber. Ah, Elisa, mais vous êtes en train de inhiber? Comment? Avec excès de sel, hypertonicité. Donc, vous voyez qu'un régime riche en sel a démontré qu'on aura tout ce processus de optimisation de TH17. Là, TH17, interleuquine 6, représentante majeure de l'inflammation. Interleuquine 21, interleuquine 1 bêta. Le problème d'inflammation, c'est que vous avez ici interleuquine 1 bêta, mais vous avez là aussi. Donc, les interleukines, elles se croisent, elles sont répétées en plusieurs différents lieux. Et c'est pour ça que tout devient trop complexe. Mais on ne va pas non plus mémoriser dans notre tête absolument tout. On va comprendre le processus. On sait que TH17 c'est inflammatoire. On sait qu'interleuquine 1 bêta c'est inflammatoire. On sait qu'interféron gamma est inflammatoire. On sait que NF-kappa B est inflammatoire. On commence par ça. Après, au fur et à mesure que vous allez étudier et approfondir dans la nutrition fonctionnelle, vous allez connaître tout ce monde-là comme si c'était de l'eau. Ça devient quelque chose de vraiment facile. Mais là, je voudrais vous donner l'envie de connaître. Est-ce que vous avez l'envie? Pour connaître la teneur en sel, écoutez-moi, qui contiennent les aliments qu'on achète, il faut rechercher sur l'emballage la quantité écoutée parce que parfois, ils n'écrivent pas sel. La majorité des étiquettes qui ont beaucoup de sel, ils vont mettre que sodium. Et là, vous allez multiplier par 2,54 pour effectivement calculer la vraie quantité de sel. Toujours sur 100 grammes. Top! On regarde les étiquettes toujours sur 100 grammes. Jamais portion. Je répète, on regarde toujours les étiquettes sur 100 grammes. Jamais sur des portions. Avec la biochimie, tout devient extrêmement limpide. Limpide dans le sens qu'on comprend le mécanisme. Parfois, on n'a pas la réponse parce qu'on est une science qui est toujours en mouvement. Comme je vous ai dit, la science qu'on s'occupe, nous, elle n'a pas de vérité. Elle a de vérité là, aujourd'hui. Demain, peut-être, je vais tout dire. Vous savez, ce que j'avais dit, c'est tout faux. Vous voulez un exemple? Avant, on disait manger le matin comme un roi, à midi comme un prince et au soir comme un pauvre. Ça n'existe pas. Tout ça est tombé par terre. Comme d'autres exemples, manger à chaque 4 heures. Ça, c'est pas du tout correct. Évidemment, il y a des personnes qui ont besoin de manger fractionné. Donc, ne venez pas avec des exceptions parce que les élèves ils adorent ça. Oui, mais et la personne qui ne peut pas manger beaucoup, etc., elle va manger fractionné. On est d'accord. Vous voulez vous débarrasser de protocole? Vem comigo. Vous voulez apprendre à réfléchir sérieusement? Vem comigo. On va faire des échanges. On va évoluer. Mais protocole, il n'y a rien de pire. C'est tout ce qui va contre l'être humain.
Parce que vous voyez bien, entre nous, ici, si je demande qui ici ne peut pas manger de cacahuètes, il y a un groupe qui va dire oui, il y a un autre groupe qui va dire moi, ça me fait rien. Il y a une personne qui va dire avant, ça me faisait rien, aujourd'hui je ne peux pas. Vous voulez un autre exemple? Le café. Il y a des personnes qui, parce que vous savez, le café, il y a des personnes qui disent le café, il me fait rien. Oui, mon cher, mais ça veut dire que votre capacité de biotransformation, elle est trop vite. Et donc, quand vous allez prendre aussi un poison ou quelque chose comme un mercure, des choses comme ça, vous allez avoir des problèmes parce que votre système va trop vite. Vous voyez? Donc, ce n'est pas toujours un avantage pour ceux qui prennent du café de dire « Ah non, moi je peux boire 2 litres de café. C'est pas bon. » C'est un signe d'autre chose. Donc, on a des personnes qui peuvent boire du café, des litres, d'autres qui ne peuvent pas, d'autres qui, si elles respectent jusqu'à 17 heures, tout va bien, qui n'a pas la question de prendre la place de mélatonine, d'autres qui avant, elles pouvaient boire du café, mais avec l'âge, elles ne peuvent plus. Tout, c'est de la biochimie personnalisée. Donc, il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole. Le protocole est, vous prenez votre patient, votre client, vous mettez au milieu de la matrice et vous allez raisonner. C'est ça le protocole. Passons maintenant à la pollution de l'air et des cigarettes en train de causer de l'inflammation. Évidemment, si on demande à un professionnel de santé sur les cigarettes, il va dire non, fumer, c'est pas bien. Mais est-ce que vous avez la capacité de m'expliquer pourquoi? Ah, parce qu'il y a de la nicotine. Oui. Et alors? Expliquez le reste. Donc, c'est ça un professionnel. Un professionnel, c'est ceux qui connaissent le pourquoi et le comment. Et je vais même plus loin. Parce que la bouffée de cigarette, je vais dire, une petite bouffée de cigarette, elle peut rentrer dans un contexte qu'on appelle hormèse, que j'ai déjà parlé ici dans notre live. Beaucoup sur l'hormèse. Est-ce que vous vous rappelez de l'hormèse que j'ai parlé? Mais bon, on n'est pas là pour dire aux gens de fumer, parce que normalement, cette cigarette, elle sera addictive et il va, pour avoir le plaisir A au niveau du système limbique, et il va avoir plaisir A avec une cigarette, après, il va falloir augmenter la dose pour avoir ce même plaisir A. Ça fonctionne pour n'importe quelle drogue, inclus les sucres. Les sucres apportent un plaisir A. La personne, elle veut toujours avoir ce plaisir A, elle augmente la dose de sucre. Est-ce que ça, c'est pour tout le monde? Non. Et je vous pose la question, est-ce que tout le monde est accro à la cigarette pareil? Non. Est-ce que tout le monde est accro à la drogue dure pareil? Non plus. Il y a des personnes qui fument et qui disent « Je fume une cigarette à chaque 10 jours. » Moi, Elisa, si je fume une cigarette à chaque 10 jours, je vais à la fin fumer 2 paquets directs par jour. Donc, ça veut dire que j'ai des SNPs, j'ai dans moi des processus qui n'arrivent pas à contrôler. Et c'est pour ça que vous allez prendre chaque patient avec ses différences. Et donc, ce n'est pas que regarder l'intégration du corps. Je déteste ça. La nutrition fonctionnelle, elle prend tous les aspects du corps d'une façon holistique. C'est la médecine holistique. Je déteste ça. Ce n'est pas la médecine holistique. C'est analyser les signes et symptômes qui va faire référence à certains organes et on va faire, nous, le lien en train de chercher la cause, l'étiologie du problème. Donc, il y a ce mot holistique, j'aime pas trop. Parce que les naturopathes, qui je suis d'ailleurs, adorent dire ça. Mais on va parler un peu de cette façon holistique de regarder les choses. Si votre client va chez vous et il a un problème de sinusite, vous donnez une plante pour la sinusite, n'est-ce pas? Maximum, vous allez chercher des IgG.
Qu'est-ce qu'il y a de holistique en ça? Rien du tout. Comme les médecins donnent un médicament et vous donnez l'allopathie verte. Vous donnez une plante. Vous donnez l'aromathérapie. Et c'est pour ça que quand on va parler avec, parmi les naturopathes, des personnes qui travaillent avec herboristerie ou avec aromathérapie, avec phytothérapie et tout ça, ils sont toujours dans le protocole. Qu'est-ce que je donne pour ça? Qu'est-ce que je donne pour je ne sais pas quoi? Et la question est, votre patient a inflammation, glycation, et quand je dis glycation, je dis stress carbonyle et oxydatif, stress oxydatif. Votre patient a méthylation correcte. Donc, inflammation, méthylation, stress oxydatif, stress carbonyle, tout ça, c'est la réponse, la solution de votre patient. Et pas dire que le silicium va faire ça ou va faire A ou B, parce que ça, vous avez des informations partout. Vous n'avez pas besoin de mémoriser ça. Vous avez besoin de savoir analyser biochimiquement votre patient ou votre client. Et c'est pour ça que je suis là. Alors, susceptibilité génétique à l'inflammation des voies respiratoires, évidemment respiratoires, parce que voie respiratoire, induite par la pollution de l'air. Ah, pardon, là, on a pas, parce que c'est la même chose. Hein. On est en train de parler avant de la pollution de l'air. Donc, la pollution de l'air induit une inflammation et des SNPs, qui sont des altérations au niveau de notre ADN. On a, selon les études, à peu près 1 million de SNPs. Alors, quels sont les SNPs qui vont faire la différence en termes de santé et ceux qui ne font pas? Ça, on est en train de vraiment aller lentement pour découvrir tout ça. On connaît quelques-uns, mais on est loin de tout connaître. Donc, ils vont augmenter les stress du réticule endoplasmique, tels que les dérivés. Dérivés de qui? TNF-alpha. Donc là, on aura ce niveau génétique et je voudrais vous rappeler que les infections virales, ce que vous êtes là en train de penser, elles sont aussi augmentées, parce que comme on parle d'inflammation de voies respiratoires, augmentées par cette susceptibilité génétique. On ne va pas dire autrement. Enfin, ces SNPs dérivés de leucotriène, B4, TNF-alpha et l'oxyde nitrique, qui est un type de radicaux libres, si mal utilisé, n'est-ce pas? Ça, c'est intéressant que je voudrais vous dire. On ne traite pas en nutrition fonctionnelle les maladies. On ne traite pas les maladies, mais les individus indépendants de leur maladie. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je cherchais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. On ne traite pas les maladies, mais les individus indépendants de leur maladie. Pour cela, on n'a pas de protocole. Et pour cela, on a le système, l'outil qui s'appelle nutrition fonctionnelle, où on va mettre notre patient ou notre client là, dans cette matrice, et on va étudier tous les aspects. Regardons maintenant la fameuse fumée de la cigarette. Cet article est de 2012 et Cigarette Smoking and Inflammation, Cellular and Molecular Mechanisms. Donc, l'objectif, c'est, vous voyez, ça, c'est très lié aux dentistes, déjà. Parce que ça, c'est Critical Reviews in Neurobiology and Medicine, qui parle que de cette fumée de cigarette. C'est hyper intéressant. C'est un texte pour ceux qui sont dentistes, mais qui n'a rien à voir, parce que peut-être vous n'êtes pas dentiste, mais vous avez besoin de cette connaissance. Les connaissances, elles aussi, elles sont interdisciplinaires, n'est-ce pas? Donc, la fumée de cigarette, on le sait bien, qui va provoquer une morbidité et une mortalité considérable. Et on est en 2021 et vous savez que l'histoire des cigarettes est loin de finir.
de plus en plus, les gens fument malheureusement. Même des médecins, même des professionnels de santé, on est des humains. Donc, il y a pas mal qui fument. Et malgré le risque connu de ce tabagisme, l'habitude, elle est toujours là. Et ce que je pense, c'est que je vais donner un extrême pour que vous puissiez comprendre ma façon de raisonner. Un coach sportif, il vient, il fait son anamnèse, son timeline avec son patient. Il remarque que le patient fume. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, peut-être, il va rien dire, parce qu'il va dire, c'est pas mes oignons, tout c'est vos oignons. C'est la personne qui est vos oignons. Donc, avant de commencer votre enquête, votre anamnèse, vous allez éclaircir à votre client ou à votre patient qui vous êtes. Monsieur, madame, je m'appelle Élise Marceau, comme vous le savez bien, parce que vous êtes devant moi, et je m'occupe des personnes. Des personnes. Évidemment, je vais donner une lumière, par exemple, à votre enquête en tant que moi, en tant que coach sportif. Mais je ne peux pas fermer mes yeux à d'autres choses. Donc, je vais faire ici tout ce que je peux pour vous montrer pourquoi vous n'êtes pas arrivé à votre objectif. Et ça va passer pour des choses qui vont au-delà, peut-être vous allez penser que c'est au-delà de ma fonction, mais ce n'est pas au-delà de ma fonction. Parce que qui va être contre que vous dites à quelqu'un comment et pourquoi arrêter de fumer? Vous comprenez? Donc, quand vous allez chez le dentiste, s'il va vous montrer comment arrêter de fumer, il ne va pas en prison. Hein? Et vous avez cette fixation de séparer toutes les actions. Nous ne pouvons pas prescrire de médicaments. C'est clair? Et nous ne voulons pas prescrire de médicaments. Aucun médicament. Et nous allons prescrire de la nutrition seulement, et vraiment seulement, quand la personne a déjà fait un pas vers nous. Vous voulez trouver quelque chose de mieux que ça? Moi, je ne connais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme vérité à propos de cette fumée de la cigarette? Plusieurs toxines, on va aller plus loin. Attendez, je suis en train de vous montrer qu'est-ce qui se passe en termes immunitaires, en termes d'inflammation. Plusieurs toxines présentes dans la fumée ont des effets immunomodulateurs. Super. La fumée contient également des traces des composants cellulaires microbiens, vous savez ça? Notamment des LPS bactériens. Je vous jure que avant que j'avais lu cet article, je ne savais pas. Est-ce que vous le saviez? Parce que Mohamed demande pourquoi une cigarette donne un niveau de plaisir et après 2 cigarettes donnent le même niveau de plaisir et après 3 et après 4. Parce que malheureusement, notre système a une façon de faire qui est de devenir, on va avoir récepteur pour une dose. Ok? On a un récepteur pour cette dose-là. À partir du moment qu'on a ça, ce récepteur, une dose, pour faire un effet biologique, n'est plus suffisant. Donc, il va falloir augmenter la dose. C'est le centre du plaisir. Lui, il fonctionne comme ça. Addictif, quand c'est addictif. Après, les composés de la fumée induisent une inflammation chronique au niveau des surfaces muqueuses. Donc, on commence par la bouche, inflammation buccale, les gens qui ont des parodontes déjà inflammés et qui fument, ils vont perdre leurs dents à un moment donné. Alors, la muqueuse, on commence par la muqueuse buccale, mais après, il y a toute la muqueuse du tractus respiratoire qui sera inflammée. Et regardez, le composé de la fumée induit une inflammation au niveau des surfaces muqueuses et modifie, et je vais vous montrer, les réponses de l'hôte aux antigènes exogènes. Pas que tous les antigènes, tout ce qui vient de dehors va commencer parce qu'on a changé la muqueuse, donc la réponse immunitaire, elle sera complètement perturbée. Est-ce que la gravité des fumées actives est la même de fumeurs passifs? On ne va pas se mentir. Évidemment, un fumeur actif, c'est beaucoup
pire, parce qu'il est en train d'introduire directement les toxines dans son tractus respiratoire. Mais l'autre pauvre qui est à côté, en tant qu'il prend 10, ceux à côté prend 7. Hein, parce que lui, il va faire la même action. Il va inspirer cette toxine. Peut-être un peu moins, parce que en plus, il n'y a pas la chaleur de la cigarette, mais c'est catastrophique. La cigarette, je suis en train de vous dire que la cigarette a des effets immunomodulateurs. Elle va amplifier et même causer des inflammations au niveau du tractus respiratoire et au niveau de la cavité buccale. Donc, vous savez bien que tractus respiratoire, je parle de cancer de poumon. On est d'accord? La fumée altère les défenses innées contre les agents pathogènes, module la présentation des antigènes qui est faite là par les cellules dendritiques, par le lymphocyte B et par les macrophages. Vous vous rendez compte, module, change la présentation des antigènes. Il favorise l'auto-immunité. Et c'est pour cela que je vais laisser un grand chapitre pour vous, que je vais vous présenter dans mon prochain diapo. Ici, on a la fumée de cigarette. Elle est un mélange de milliers de produits chimiques générés par la combustion ou le chauffage du tabac. Le fait déjà de chauffer, d'allumer, qui va générer toute cette production. Vous vous rappelez qu'on a parlé de glycation, on a parlé des AGE, on a parlé de température haute. Température haute, c'est combustion. Donc, la combustion ou le chauffage du tabac. Et donc, on peut classer tous ces produits, on va dire, différents groupes. Donc, ici, on a les toxines carcinogéniques. Ici, on a le groupe de toxines immunomodulatoires qui vont changer l'immunité de la personne. Et c'est cela qui m'intéresse parce qu'on est en train de parler de la production d'inflammation. Mais tout est lié quand même. Mais dans ce groupe-là, il y a toxines qui sont directement additives. Voilà, nicotine, acétaldéhyde, ammonia, et il y en a d'autres, c'est écrit others, qui vont causer cette addiction. Et ici, on a la toxine de la fumée de cigarette qui vont jouer dans l'immunité. Qui? Nicotine, monoxyde de carbone, CO2, acroléine, ROS, sont toutes les molécules qui oxydent. C'est une liste énorme. Et d'autres. Alors, regardez, on a chromium, cadmium, nickel, on a parlé de ça. Arsenic, vous vous rendez compte? La personne, elle fume, je ne sais pas, un paquet par jour. Et là, il y a arsenic. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de faire une carte mentale que vous allez, s'il veut ou s'il ne veut pas, expliquer ça à votre client. Vous faites la petite cigarette, mais ne montrez pas quelque chose qui est imprimé avec votre main, un petit dessin d'une cigarette, et montrer et expliquer tout ça à votre patient. Et c'est pas dire au patient, arrêtez de fumer. Je sais que même en montrant ça, il va continuer à fumer peut-être. Pourquoi? Parce qu'il est addict. Parce que aussi, il est en contemplation peut-être. Et il va dire, mais tout ça, ça ne va pas arriver à moi. Mais il faut lui dire tout ça. Ça, c'est notre job. Et en parlant alors d'inflammation, je vais vous dire qu'il y a un chapitre à développer sur la fumée de la cigarette qui malheureusement, je n'ai pas le temps de mettre ici parce que sinon on va rester jusqu'à demain matin, qui serait la fumée de la cigarette a un rapport direct avec polyarthrite rhumatoïde, maladie pulmonaire obstructive chronique évidemment, et je mets même 2 fois 3, parodontite chronique. Parce que l'inflammation de muqueuse, la parodontite, c'est inflammation de muqueuse. Mon Dieu, ça va empirer énormément. Et la personne, elle vient pour résoudre, ou elle va chez le dentiste, pour résoudre son problème de parodontite. Comment vous voulez? Impossible. Et moi, je reçois beaucoup de gens
qui ont des problèmes du parodonte. Ils me parlent parce qu'ils savent que je suis dentiste. Et là, c'est la première chose à arrêter. C'est hygiène buccale et cigarette. Il n'y a pas d'autre chose. Et le pire, c'est que parmi eux, il y en a plein qui font des bains de bouche, qui vont complètement changer le microbiote buccal. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne donnez pas aux gens des choses pour changer leur microbiote buccal. Vous savez de quoi je parle. Alors, la fumée de la cigarette, comment cette histoire marche? Ça veut dire que là-dedans, on a nicotine, monoxyde de carbone, les molécules qui vont s'oxyder, l'acroléine. Je parle de la partie inflammation que je vous ai montré. Tous ces composants vont être chauffés et vont activer activation des cellules épithéliales et immunitaires, activation des cellules épithéliales et immunitaires de la cavité orale et de voie respiratoire. Donc ici, il y a déjà activation immunitaire. Vous voyez là, TNF-alpha, interleuquine 8, tout ça, recrutement et la survie d'autres cellules immunitaires. Ça va activer neutrophile, macrophage. Je suis en train de augmenter quoi? Ça, mon processus inflammatoire chronique respiratoire. Vous voyez, c'est très clair. Mais qu'est-ce qu'il va faire aussi? Il va altérer, comme je vous ai lu avant, tout ça altère le mécanisme de défense inné de l'hôte. Il commence à devenir un peu fou. Diminution de la résistance de l'hôte à l'infection. Vous savez, cette personne-là aura plus de facilité, écoutez-moi, d'être enrhumée, d'avoir des sinusites, tout ce qui est respiratoire, de l'asthme, COVID-19. Et les gens ne font pas cette liaison. Et les gens ont le COVID-19 et ils fument. Ah, mais je n'ai rien senti. J'ai eu que mal à la tête et un rhume, mais voilà. Et tout va vers cette inflammation chronique. Qu'est-ce qu'on aura? Réactivité augmentée à l'inhalation d'antigènes. Ça veut dire que le système inné devient hypersensible. Et donc, tout ce que vous inhalez, que ça ne va pas, il répond, il répond, il répond. Et donc, vous êtes malade tout le temps. Vous avez déjà remarqué que quand un fumeur a un problème de rhume, il va tousser beaucoup plus de temps que les autres parce qu'il a une réactivité accrue. Vous voyez comment ça aide l'explication des choses et des lésions répétitives. Eh bien, en plus, il va répéter, répéter, répéter. À chaque café, une cigarette, matin, midi, soir, le lendemain, il est stressé, et cigarette, et cigarette, et cigarette. Des lésions répétitives avec une tolérance altérée à l'auto-antigène. Ça va, on a une capacité, nous, un système de tolérance qui va être altéré. Il n'y aura plus de tolérance. Et donc, vous aurez un système immunitaire qui déclenche tout le temps parce que vous êtes un fumeur. Expliquez ça à vos patients et à vous-même d'ailleurs. Parce que je sais que parmi vous, il y a quelques-uns qui fument quand même. Hein? Alors, on va parler de ce fameux stress oxydatif. Ça, dans la formation, c'est un chapitre. Un chapitre Jones. Un chapitre qui fort parce qu'il faut comprendre l'oxydation, les antioxydants. Mais je vous ai apporté, je pense, des choses qui sont merveilleuses. Regardez. Donc, on a effectivement, dans les stress oxydatifs, un déséquilibre de l'oxydation et de réduction. Agent réducteur, agent oxydant. L'agent oxydant, il est un voleur. Il va voler des électrons. Et l'agent réducteur, il est un donneur. Il va donner des électrons. Et il faut comprendre cette histoire de oxyréduction. Mais ça, c'est un chapitre dans la chimie que je vous invite à regarder dans la Académie Marceau, à toute l'explication pour vous. Alors, dans cette histoire, on va, des déséquilibres du détox, va déclencher des facteurs de transcription. Ça va déclencher ou augmenter l'expression des gènes de cytokines pro-inflammatoires, vous connaissez pas mal déjà.
Et ça va enfin augmenter la réponse inflammatoire et dysfonction de nos vaisseaux endothéliales, de murs de nos vaisseaux, n'est-ce pas? Dysfonction endothéliale. Donc, c'est une catastrophe parce que déclenche des facteurs de transcription, on est en train de parler de ADN. Déclenche l'expression des gènes, on est en train de parler de ADN. Augmenter la réponse inflammatoire, c'est la conséquence de cette action sur nos codes génétiques. Donc, vous avez compris que les stress oxydatifs, on a besoin pour vivre, on ne peut pas vivre sans, mais un stress oxydatif déséquilibré, il va avoir tout ça. Vous regardez où est-ce qu'on parle de tout ça? Journal, okay, je vais vous montrer. Attendez. Journal of Nutritional Biochemistry. Journal da nutrição, mais biochimie. Biochimie nutritionnelle. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas n'importe quelle biochimie, c'est la biochimie nutritionnelle. Voyez? Et alors, je vous présente ici les antioxydants avant de vous présenter les radicaux libres. Ça, mon objectif, c'est de faire un petit mot de chacun. Je vais vous montrer calmement. Ici, ce groupe, il est divisé en les antioxydants endogènes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre propre corps va produire. Donc, ça veut dire que tout ça, on peut mesurer et on peut accompagner si le corps est effectivement en train de produire des antioxydants endogènes, non enzymatiques et enzymatiques. Et après, on a les exogènes, vitamine A, C, E, K, bêta-carotène, ubiquinone et le fameux polyphénol. Les polyphénols, j'avais préparé quelque chose pour vous, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de vous montrer. C'est pas grave, ça sera peut-être la prochaine fois, je vous montrerai. Mais bon, je ne vais pas non plus donner un cours de polyphénol. Alors, non enzymatiques, on a tous ce produit-là, par exemple, glutathione. Comme vous voyez ce H là, GSH, je sais que cette glutathione est une glutathione réduite, ou glutathion, si vous voulez, qui est sélénium dépendante d'ailleurs. Thioredoxine est une enzyme qui agit comme antioxydant. J'ai déjà parlé de cette enzyme qui va faciliter la réduction de protéines parce qu'elle va avoir beaucoup de ponts de sulfure. Tout ce qui a pont de sulfure, comme glutathione par exemple, sont des réducteurs. Ça veut dire donneurs d'électrons. S'ils sont donneurs d'électrons, parce que les radicaux libres, ça dit déjà, c'est un élément qui veut des électrons. Et donc, tous ces endogènes, glutathione et thioredoxine, ils ont un électron à donner, tout simplement. À la place d'attaquer ma cellule, j'ai beaucoup de glutathione, le glutathione va céder son électron. Et donc, le glutathione va devenir oxydé. Et après, on aura besoin de quelqu'un pour le réduire, qui d'ailleurs, c'est ce qui se passe ici, mais je vais parler après. Donc, thioredoxine. Ubiquinol. Ubiquinol va représenter dans l'humain, ubiquinone, pardon, ou ubiquinol. Ubiquinone et ubiquinol, la différence, c'est que ubiquinol, c'est la forme réduite, ubiquinone, c'est la forme oxydée. Et c'est ubiquitaire, il est partout parce qu'on sait qu'on va trouver ça dans notre crête mitochondriale, n'est-ce pas? Au niveau des mammifères, cette ubiquinone s'appelle coenzyme Q10. Et donc, les gens disent que coenzyme Q10 est synonyme de ubiquinone, mais pas vraiment. Parce qu'on peut avoir un exemple, l'ubiquinone Q8 dans Escherichia coli. Mais dans l'homme, l'ubiquinone s'appelle coenzyme Q10. Et vous savez aussi qu'il est un lipide, un terpène. Il y a plusieurs unités de terpène. Mais ça, c'est un sujet que vous allez étudier dans la respiration cellulaire que vous allez trouver aussi dans l'Académie Marceau. Acide urique. Acide urique, il y a un problème parce qu'il peut fonctionner comme antioxydant, principalement dans le plasma, mais aussi comme un pro-oxydant dans la cellule. C'est pour ça que tout le monde a peur de l'acide urique.
Mais quand on parle d'acide urique oxydatif, goutte et maladie cardiovasculaire et tout ça, c'est plutôt au niveau cellulaire. Là, en tant qu'antioxydant, mais il faut que ça soit pas non plus exagéré, c'est au niveau du plasma. Je voudrais parler quelques mots sur chacun pour vous localiser. Toute inflammation, évidemment, est un déséquilibre de l'axe de réduction de notre corps, bien sûr, parce que les stress oxydatifs, c'est la réponse inflammatoire. Ça veut dire inflammation, cicatrisation. Les neutrophiles, ils vont utiliser des radicaux libres pour attaquer. Donc, oui, inflammation a toujours un déséquilibre de l'axe de réduction, évidemment. Tout à fait. Alors, l'acide lipoïque. Acide lipoïque, qu'est-ce que je pourrais parler de l'acide lipoïque? Il est aussi connu comme un antioxydant universel. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi l'acide lipoïque ou alpha-lipoïque? Parce que, si vous savez, c'est bien, il a une double nature. Il peut fonctionner dans les régions grasses, lipophiles, et dans les régions hydrophiles. Il fonctionne dans les deux situations. Et c'est pour ça qu'il est considéré un antioxydant universel. Mais ce n'est pas que ça, parce que je ne peux pas m'empêcher. Il fait des piégeages des radicaux libres. Et on a parlé de métaux lourds, on a parlé de mercure, on a parlé de plomb. Voilà une façon qu'on peut utiliser pour lutter contre l'excès de métaux lourds. Acide lipoïque. Mais ce n'est pas que ça. Hein. Après, bilirubine, qui est aussi dans un niveau intracellulaire physiologique, la bilirubine non conjuguée, là il va falloir étudier bilirubine conjuguée, non conjuguée, etc. Elle va inhiber la NADPH oxydase. C'est une enzyme très oxydative. Donc, ça va inhiber la NADPH oxydase, qui est une enzyme hyperoxydative. Vous comprenez bien qu'elle peut agir comme une substance, comme je vous ai montré là, antioxydant. Et les enzymes, on a la catalase. La catalase, c'est une enzyme qui va jouer beaucoup en train de transformer, neutraliser plutôt, les effets bactéricides du peroxyde d'hydrogène, H2O2, l'oxygène en fait. Mais tout ça, il faut bien comprendre dans le contexte. La superoxyde dismutase, vous savez, on peut mesurer tout ça. Hein? Cette superoxyde dismutase, on a une qui est manganèse dépendante, qui est dans la mitochondrie, cette SOD, elle n'a rien à voir avec la SOD cuivre et zinc, qui est cytosolique. Et normalement, ces superoxydes dismutases, elles vont agir une indépendante de l'autre. OK? Et on a le fameux glutathione peroxydase, qui est sélénium dépendante. Là, j'avais dit glutathione, ici c'est l'enzyme. C'est pour ça qu'on a dismutase, catalase et peroxydase. Tout ça, c'est des ases. Tout ça sont des enzymes. Et là, de l'autre côté, sont des produits non enzymatiques, endogènes. Et ici, on a nos groupes d'exogènes, vitamines A, C, E et K. Une chose intéressante que je n'ai pas parlé de l'acide lipoïque, qu'il a, l'acide lipoïque, une capacité de régénération des radicaux libres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on prend par exemple la vitamine C, elle a la capacité de régénérer la vitamine E qui a été oxydée. Vous comprenez? Donc, l'acide lipoïque, il régénère toutes ces vitamines-là. Quand elles sont oxydées, il régénère. Donc, c'est vraiment quelque chose de super. Et ici, on a nos polyphénols, où on va voir acide phénolique, mais je vais vous montrer ici dans le prochain diapo, parce que ça, c'est un chapitre spécial de la nutrition fonctionnelle. On va étudier tout ça en détail profondément. Il n'y a pas une autre façon, parce que ça, c'est l'alimentation. Ça aussi, hein? Enfin, tout bêta-carotène, tout ça, c'est de l'alimentation. Mais ici, c'est vraiment spécial. Le chocolat, on va étudier catéchine galate, épicatéchine galate, les thés verts. Et c'est pas dire, ah, le thé vert, c'est génial. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Une personne qui a hémochromatose, le thé vert, c'est pas génial du tout. Une personne qui a hémochromatose, elle doit prendre du thé.
une personne qui a une hémacomatose, elle ne doit pas prendre de la vitamine C. Pourquoi? Parce que la vitamine C va faciliter l'entrée du fer dans la cellule, fait partie de la voie de faire le fer rentrer dans la cellule. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pas aussi simple comme vous imaginez. Mais je vous ai mis quand même ici tout ce qui est, on va étudier en termes de radicaux. Donc, on a les superoxydes, ça là, au hydroxyle, c'est le pire du pire en termes de radicaux libres, de causer de dommages à notre corps. Peroxyle, alkoxyle, hydroperoxyle. Et ici, on a notre peroxyde d'hydrogène. Vous voyez, il est considéré un non radical, mais c'est très instable. Donc, si on a un excès de fer, un excès de cuivre, on aura la fameuse réaction de Fenton. Et cette réaction de Fenton va produire énormément de radicaux libres du type hydroxyle. Donc, c'est pour ça que je vous explique que tout est compliqué. Là, c'est le sanglé, l'oxygène sanglé, qui vraiment, notre oxygène, il n'est pas du tout de l'air, il n'est pas du tout un radical libre, parce que sinon, on aurait tous explosé. Ça, c'est clair. Les peroxynitrites, très, très utilisés au niveau de acides gras. Et on a les oxydes nitriques, là, avec les petits points là, et les dioxydes de nitrogène. Donc, il faut étudier tout ça. Pas tous, mais une grosse partie. Parce que vous allez comprendre qu'on a les espèces oxygénées, mais on a aussi les espèces azotées. Et tous les deux, toutes ces espèces-là vont jouer dans notre santé. Et on va empêcher tout ça en train d'équilibrer nos antioxydants. Mais, tout ça peut devenir, tout ce qui est de votre gauche là, ça, peut devenir extrêmement oxydatif. Donc, le message du jour est, écoutez, allez à la pharmacie et achetez du fer, du zinc, de la vitamine A, de la vitamine C, tout ça comme ça, sans mesurer, sans mettre votre patient dans la matrice de la nutrition fonctionnelle, vous êtes en train de détruire la santé de cette personne. Les antioxydants vont devenir oxydatifs si vous ne prenez pas en compte les aspects biologiques de notre client. Donc, mon conseil clinique est prendre une personne saine, sans problème, et la bourrer d'antioxydants est une très, très mauvaise idée. Et je vois ça tous les jours. Alors, je voudrais que vous montrez ici les polyphénols que nous, on a l'obligation d'étudier. Donc, ces polyphénols sont des micro-phytonutriments, de molécules qui sont actives en très peu quantité, des effets biologiques, quelques-uns encore douteux, mais il faut savoir qu'on a très peu quantité. C'est pas comme vous pensez. C'est pas évident, c'est hyper compliqué. Donc, l'idéal, c'est de manger dans l'aliment parce qu'il y a toute une synergie. Je vous donne un exemple. Un aliment qui est ici peut être aussi ici. L'oignon peut être quercétine, mais peut être aussi dans le groupe de anthocyanidine, par exemple. Ce n'est pas le cas. Anthocyanidine sont ceux qui sont colorés, comme mûre, cassis, canneberge. Ce n'est pas un bon exemple que j'ai donné. Mais enfin, le cacao, il peut être dans le groupe ici, comme il peut être dans d'autres groupes. Il faut aussi faire la distinction entre cacao et chocolat. Donc, ici, on a l'acide benzoïque phénolique. Donc là, vous voyez l'acide caféique, là, c'est le café. Donc, le café peut fonctionner aussi. Les tanins, on a les tanins, il y a des choses à dire. Les stilbènes, notre resveratrol que vous trouvez dans les raisins, dans les vins, dans la myrtille, dans les mûres. Donc, cette myrtille-là, elle est ici, mais elle est ici en anthocyanidine. On a les lianes, qui sont les grains d'élan, les graines, les céréales. Mais ce groupe-là, flavonoïde, il est divisé en tout ça. Et je voudrais que vous montrez une chose. Quand on dit flavonol, c'est parce que c'est un alcool. Quand on dit flavone, c'est parce que c'est une cétone. Donc là, vous voyez que le nom de flavanone, flavonol, flavanol ont des fonctions chimiques. Et c'est très important de savoir parce que ces fonctions chimiques vont déterminer la fonction biologique. Enfin,
Je ne vais pas vous embêter plus, mais c'est ça que je vous invite vraiment à connaître d'une façon très approfondie. Il faut faire des associations. Qu'est-ce que ça rappelle le nom? Il faut peut-être aussi coller sur votre frigo. Et il faut aussi répéter, répéter. Et vous pouvez aussi prendre, par exemple, cet résumé que je fais et mettre à côté, quand vous allez parler au patient. Il n'y a aucun problème. C'est pas de mémoriser, c'est de comprendre. Vous comprenez? Je ne vais jamais donner un examen pour vous de me dire, dites-moi quels sont les flavonoïdes. Mais quelle question stupide. Mais dites-moi quelle est l'action de la daidzeïne, qui est une isoflavone, dans le corps. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'être là, d'avoir me donné mon like. Like. Partagez, partagez, partagez. Est-ce que vous avez fait ce que je vous ai demandé? Je ne crois pas. Je vous ai demandé de mettre des commentaires. J'ai besoin de commentaires. Je vous invite une fois de plus à aller connaître l'Académie Marceau et hypoxie, cytokine et allergie. C'est ça notre sujet de la prochaine fois. Vem comigo. Vem comigo.